Bonjour à tous, Charlotte Girard, rhumatologue aux hôpitaux universitaires de Genève. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous parler du traitement non pharmacologique du lupus systémique. Et pourquoi je vous en parle? Eh bien, c'est parce que j'ai fait partie de cette task force ELAR dédiée à l'établissement de recommandations pour le traitement non pharmacologique, non seulement du lupus systémique, mais aussi de la sclérodermie systémique. Et j'insiste sur le fait ici qu'on ne discutera pas des traitements non pharmacologiques de la sclérodermie, qui sont un autre sujet, bien que la plupart des recommandations qui s'appliquent au lupus s'appliquent aussi à la sclérodermie systémique. Alors, bien que le but de cette webconférence ne soit pas de vous faire un cours sur le lupus, j'ai jugé utile de reprendre quelques points importants pour mieux comprendre la place et l'indication des traitements non pharmacologiques. Donc, le lupus, comme vous le savez, c'est une maladie auto-immune rare, mais qui touche quand même 3 à 4 millions de patients à travers le monde. Et qui est un archétype de maladie systémique dans le sens où elle peut toucher divers organes. Elle est aussi associée à une mortalité importante, avec une mortalité qui est globalement 3 fois supérieure à celle de la population générale, des risques qui sont liés à la maladie elle-même, mais aussi à ses traitements, notamment le risque infectieux. Et globalement, les patients avec un lupus ont une qualité de vie liée à la santé qui est médiocre, ce que rapportent diverses études. J'insisterai plus particulièrement sur un des symptômes, qui est celui de la fatigue, qui est donc un symptôme assez fréquent dans le lupus, pour ne pas dire constant, et qui, malgré les avancées thérapeutiques de ces dernières années, reste insuffisamment contrôlé par les traitements, et donc un vrai besoin en termes de prise en charge. Avant d'aller plus loin dans nos recommandations, j'ai jugé utile de vous rappeler la définition du traitement non pharmacologique, qui, ça peut paraître une lapalissade, mais n'est pas un traitement pharmacologique, mais c'est important parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir définir ce que c'est. Donc, il y a une définition bien claire de ce qu'est un traitement pharmacologique, donc un produit médicinal qui est basé sur une directive européenne qui date d'il y a plus de 20 ans, mais qui est toujours d'actualité, et qui considère qu'un traitement pharmacologique est une substance ou une combinaison de substances qui peut être utilisée ou administrée chez des êtres humains dans le but de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une activité pharmacologique, immunologique ou métabolique. Les traitements pharmacologiques sont aussi, désignent également des méthodes de diagnostic, mais cela ne nous concernera pas pour ce qui est du topo d'aujourd'hui. Alors bien sûr, j'imagine que pas mal de types d'interventions vous viennent en tête quand on parle de traitement non pharmacologique. Donc ça peut être le régime alimentaire, ça peut être l'activité physique, ça peut être le soutien psychologique, ça peut être la kinésithérapie, la perte de poids, l'arrêt du tabac. Donc voilà un petit peu de quoi on parle quand on parle de traitement non pharmacologique. Alors le postulat sur lequel on s'est reposé pour débuter ce travail, donc réalisé au sein de l'ELAR, ça a été de reconnaître que finalement les traitements non pharmacologiques peuvent être utiles, mais sont non standardisés et insuffisamment utilisés dans le lupus systémique. Ce que nous avons fait, c'est une revue systématique de la littérature afin de répondre à différentes questions. Donc, quels sont les traitements non pharmacologiques utilisés dans le lupus? Quelle est leur efficacité? Si les études ont permis de rapporter l'efficacité de ces traitements, sur quels paramètres s'est-on basé sur juger de cette efficacité? Et à partir de ces données de la littérature, ainsi que des discussions étoffées
entre les différents membres de la task force, qui étaient non seulement des rhumatologues, mais aussi des professionnels de la santé, infirmiers, psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et également des patients partenaires. Nous avons établi des principes généraux concernant donc le traitement non pharmacologique du lupus et de la sclérodermie et des recommandations avisées des soignants. Voici les principes généraux. Comme vous pouvez le voir, ces principes sont basés sur un consensus d'experts uniquement, sans évidence dans la littérature. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que ces traitements devaient être centrés sur les besoins du patient, basés sur leurs attentes et leurs préférences, et issus d'une décision partagée entre le patient et le soignant. Ils pouvaient comprendre plus qu'une intervention. Et on peut imaginer effectivement qu'on puisse associer un traitement physique avec un soutien psychologique, par exemple. De manière plus importante, ces traitements non pharmacologiques peuvent être utilisés en plus d'un traitement pharmaceutique si celui-là est recommandé, ou de manière isolée en l'absence de nécessité d'un traitement pharmaceutique, quand cela est possible. Et par contre, nous étions effectivement tous d'accord sur le fait que les traitements non pharmacologiques ne devaient jamais remplacer un traitement médicamenteux quand celui-ci était indispensable. Donc voici en résumé les 9 recommandations que nous avons établies, sur lesquelles je vais revenir les unes après les autres. Donc vous voyez déjà l'importance de l'éducation thérapeutique, de l'évaluation des habitudes en termes de tabagisme, l'exposition au froid, l'exercice physique, la photoprotection, les interventions psychosociales. Donc pour commencer, nous avons décrété que l'éducation thérapeutique et l'autonomisation du patient étaient importantes dans la prise en charge globale du patient lupique. En effet, 2 essais contrôlés randomisés notamment montrent un avantage à l'éducation thérapeutique du patient. Le premier en association à un programme d'exercice, et on voit que ceci augmente la capacité aérobie. Le deuxième essai évaluait une formation en ligne pour de meilleures compétences d'adaptation, avec un effet favorable sur la qualité de vie reliée à la santé. On trouve aussi des études qualitatives, donc moins robustes, mais toutefois intéressantes, qui montrent aussi que des programmes multidisciplinaires peuvent augmenter la qualité de vie et que l'éducation en groupe peut avoir un effet intéressant sur la mise en place de changements dans les habitudes de vie des patients. Deuxième recommandation concernant le sevrage tabagique. Alors, il est bien connu que le tabagisme est un facteur de risque de développer de nombreuses maladies, et une méta-analyse de 9 études cas contrôle avait démontré déjà par le passé qu'un tabagisme actif augmentait de 50% le risque de développer un lupus. Par ailleurs, chez des patients lupiques, il était démontré, grâce à cette méta-analyse, que le tabagisme actif diminuait la réponse au traitement. D'autres cohortes prospectives ont étudié l'effet néfaste du tabagisme sur la réponse au traitement, et notamment au belimumab. Alors, bien évidemment, on n'a pas accès à des études randomisées, contrôlées, qui évaluent l'effet du sevrage tabagique. Ça serait idéal, mais on imagine que ce n'est pas quelque chose de faisable d'un point de vue éthique. Tout du moins, nous étions tous d'accord dans la task force pour dire que les habitudes en termes de tabagisme devaient être évaluées chez nos patients lupiques, et qu'il fallait promouvoir l'arrêt du tabac dans tous les cas. La protection contre le froid. Comme vous le savez, le phénomène de Raynaud est une des manifestations du lupus, même si c'est moins fréquent que dans la sclérodermie systémique, mais 20% des patients à peu près
ont un phénomène de Raynaud. Et il est connu que ce phénomène de Raynaud a un impact négatif sur la fonction des mains dans la vie quotidienne. Toutefois, on n'a aucune évidence dans la littérature pour ce qui est du lupus pour dire que la protection contre le froid a un effet bénéfique. Et d'ailleurs, il y a peu d'évidence également dans la sclérodermie. Mais nous avons convenu, entre experts, qu'il était important de prévenir l'exposition au froid chez nos patients afin de limiter les inconvénients liés au phénomène de Raynaud chez les patients lupiques qui présentaient un tel symptôme. La photoprotection, là encore, très peu d'évidence, alors qu'il est très bien connu que les radiations UV sont un facteur déclenchant de poussée cutanée et systémique de lupus. Et donc, nous avons souhaité indiquer dans nos recommandations qu'il fallait recommander la photoprotection à nos patients. La prise en charge psychosociale, là, on a de nombreuses méta-analyses d'essais cliniques randomisés bien menés qui montrent l'intérêt de la prise en charge psychosociale, notamment la thérapie cognitivo-comportementale, qui, donc, de même que les thérapies de groupe ou les programmes de psychoéducation, est montré comme améliorant la qualité de vie des patients. L'accompagnement, la thérapie cognitivo-comportementale et la psychothérapie de soutien ont été démontrés comme diminuant l'anxiété. Et puis la TCC et la psychoéducation ont été démontrés comme diminuant les symptômes dépressifs. Donc là encore, notre task force s'est mise d'accord pour retenir comme indication le fait d'envisager des interventions psychosociales chez nos patients afin d'améliorer leur qualité de vie, diminuer leur anxiété et diminuer leurs symptômes dépressifs. J'en viens maintenant à l'activité et l'exercice physique, qui sont les interventions finalement où on a le plus de données dans la littérature. C'est celles qui ont été largement les plus étudiées. Alors la différence entre activité et exercice, elle est finalement assez subtile. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans exercice physique, on a une notion de quelque chose de planifié, de programmé, alors que l'activité reste un petit peu plus globale en termes d'intervention. Donc, ce que les études démontrent, c'est que l'activité et l'exercice physique augmentent la capacité aérobie, diminuent la fatigue, ce qui est très intéressant donc, dans une maladie où on a vu que la fatigue était un symptôme majeur et souvent réfractaires aux thérapies médicamenteuses. L'activité physique diminue aussi les symptômes dépressifs et augmente les performances au test des 6 minutes de marche. En consensus d'experts, nous avons retenu en plus l'intérêt d'adapter ces activités physiques aux préférences de chacun afin d'augmenter notamment l'adhérence au traitement. Et aussi, nous avons souligné le respect des contre-indications qui est extrêmement important vu qu'on a affaire à des patients qui potentiellement ont des atteintes cardiovasculaires importantes, notamment des hypertensions pulmonaires, ou bien même des atteintes rhumatologiques par le biais d'arthrite. Il y a eu tout récemment, pour compléter ces recommandations, donc ce papier qui est sorti en mars de cette année et qui finalement se concentre sur des recommandations internationale sur l'activité physique et l'exercice, en particulier dans le lupus, et qui reprend plus ou moins les recommandations qui avaient été proposées par notre task force une année auparavant. Ces recommandations se sont basées sur une revue systématique de la littérature qui a été ensuite complétée par une enquête Delphi auprès des professionnels de santé. Les principes généraux qui ont été retenus sont ceux-ci, à savoir qu'il fallait donc que la mise en place de ces activités physiques devait être le résultat d'une décision partagée entre le patient et son médecin, que les effets bénéfiques de l'activité physique et de l'exercice devaient être expliqués aux patients. Et puis, de manière intéressante aussi, qu'il fallait s'assurer
de l'absence de contre-indication, mais expliquer cette absence de contre-indication aussi quand elle était réelle aux autres professionnels de santé et donc leur communiquer l'intérêt de l'activité physique dans la prise en charge du lupus. J'irai brièvement sur les 15 recommandations donc publiées dans ce papier pour vous dire qu'en bref, elles retiennent que l'activité physique est indiquée chez tout patient lupique, bien sûr après avoir évalué les contre-indications telles que je le disais précédemment, qu'il fallait, c'est important dans ce type de situation, respecter les mesures de protection solaire et contre le froid quand il s'agissait d'activité physique extérieure. Encore une fois, elle doit être adaptée à chaque patient et ajustée selon l'activité de la maladie, puisqu'on peut imaginer qu'un patient en pleine poussée articulaire pourrait moins bien tolérer une séance de sport. Et finalement, cette activité physique, idéalement, devrait être supervisée par du personnel qualifié, donc formé à la maladie. Et ce papier revient aussi sur l'importance d'éduquer les soignants, comme je disais, voilà, en leur expliquant le bien fondé de l'activité physique chez les patients lupiques et l'absence de contre-indication en dehors des exceptions citées plus haut. Je conclurai avec notre Research Agenda que nous avons établi avec la Task Force de l'ELAR, qui, dans les grandes lignes, reprend ces quelques points, à savoir l'importance d'encourager les essais cliniques de bonne qualité pour évaluer les traitements non pharmacologiques, avec peut-être des durées de suivi plus longues que les différentes études que nous avons pu retrouver dans la revue de la littérature, puisqu'il s'agit de patients chroniques et potentiellement d'interventions avec un effet sur le plus long terme. Il faut chercher à répondre aux besoins des patients et, de manière importante, réfléchir aussi à comment rechercher ces besoins. Les effets du régime alimentaire n'ont pas été couverts par cette revue de la littérature dans la mesure où nous avons quasiment pas trouvé d'études donc démontrant les effets de tel ou tel régime dans le lupus. Et enfin, nous nous sommes mis d'accord sur le fait de rechercher des facteurs qui pourraient limiter l'utilisation des traitements non pharmacologiques afin de pouvoir y remédier pour rendre l'utilisation, le recours à ces traitements plus systématique parmi les professionnels de santé. Alors un mot bref sur le régime alimentaire dans le lupus. Je voulais partager avec vous deux papiers tout récents. Donc le premier, qui n'est qu'une étude transversale, observationnelle, donc avec qui est assez peu robuste finalement pour évaluer le régime méditerranéen, mais qui a montré en fait aucun effet donc, du régime méditerranéen sur à la fois la vitesse d'onde de pouls, la CRP ou les traitements médicamenteux prescrits chez une cohorte de 76 patientes. Le deuxième, qui pour le coup est une méta-analyse, donc un peu plus solide, qui étudie l'effet de la consommation d'acides gras insaturés sur l'activité du lupus et qui montre un effet assez intéressant sur la réduction du SLEDAI et du cholestérol HDL. Et puis, comme c'est très à la mode, je voulais aussi partager avec vous cette étude qui date déjà d'il y a près de 10 ans sur l'effet du jeûne intermittent dans le cadre du jeûne du Ramadan sur l'activité du lupus. Donc en fait, cette étude n'a pas pu montrer d'effet sur l'activité ni sur la qualité de vie, mais montrait à la fin de la période de Ramadan une baisse significative des anticorps anti-DNA et du complément. Donc peut-être un effet intéressant du jeûne intermittent dans la prise en charge de lupus. Alors je conclurai voilà, sur ce point en vous rappelant l'importance d'éduquer les professionnels de la santé quant à l'utilisation des traitements non pharmacologiques dans le lupus. Et au sein du groupe ELAR dédié au traitement non pharmacologique des connectivites, nous avons donc développé avec Rita Schirmer, qui est coordinatrice pour la participation aux patients dans la recherche à la clinique Sainte-Martine
aux Pays-Bas un questionnaire en ligne qui est accessible à tous via ce lien et qui vous permet d'évaluer vos pratiques et comment elles sont alignées avec les recommandations donc récemment publiées par notre task force, et qui permet aussi d'identifier, on l'espère, des facteurs limitants, des barrières à l'application de ces recommandations. Donc je vous invite vivement à participer à ce questionnaire qui, au moment de la diffusion de cette webconférence, devrait être traduit en français par moi-même et qui actuellement n'est disponible qu'en anglais. Je terminais en vous remerciant de m'avoir écouté pour cette webconférence et j'en profite pour remercier les membres de la task force. Bonne journée.